Allez, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce petit retard à l'allumage aujourd'hui, évidemment totalement indépendant de ma volonté. On va attaquer sans plus tarder au programme aujourd'hui, donc Bitcoin indice VIX, euro-yen, euro-doll, gold, gaz, et on ne regardera pas les actions parce que j'attendrai de voir la séance d'aujourd'hui qui sera donc évidemment capitale, et on va regarder des pré-signaux sur les indices. Évidemment. Donc allez, on commence par le Bitcoin. Donc voilà, pas de timing vendeur, ça ne marche pas, d'accord. Tentative de break, target non atteinte, échec au franchissement du support. Donc deux options par rapport à ça, hein. De toute façon là c'est clair, le marché est de nouveau suracheté. Ça, on ne peut pas suracheter dans une tendance baissière. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance baissière. Donc deux options, un range assez probable. Option numéro 2, malheureusement, si on passe tous les cycles vendeurs à plat et qu'on retrouve des cycles acheteurs et des franchissements de résistance, les boules vont reprendre la main. Maintenant, je vais être pragmatique. J'ai vu circuler pas mal de conneries éliotistes sur le web et je voudrais revenir là-dessus. Voilà, la première des erreurs que je vois, d'accord, c'est donc effectivement de considérer que dans une vague de tendance, il nous reste une vague 5 à faire. Non, la vague 5, elle est déjà faite. Tout simplement parce que c'est ce qu'on est en train de faire là. Ou alors ceci, c'est une 3 qui n'a jamais été terminée. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ici, on est en train de terminer la 3, il nous resterait une grande 5 à faire. Ça, encore une fois, c'est possible. C'est possible, mais ça me semble peu probable, parce que ça n'a pas de structure cohérente. D'accord. Ça, c'est bien une structure de vague 4, donc ça m'invite à penser qu'on a bien fait une 3 ici, et notre 4 et 5 là-haut. Maintenant, voilà, c'est comme ça que je le vois. Je peux me planter, encore une fois, l'héliotisme, c'est pas quelque chose de figé, et c'est souvent facile à analyser après coup, plus difficile à faire. Moi, je pense que malheureusement, on est en train de faire la réciproque de ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire ici, on a fait une structure de creux avec un triangle, et la plupart des gens ont commis cette erreur de penser que ça, c'était une vague 1, alors que ça ne peut pas être une vague 1. Un triangle, c'est forcément une structure de consolidation. Donc si vous sortez d'un triangle par le haut, c'est qu'il y a eu une vague 1 haussière avant. Ça ne peut être que la vague 2, le triangle. Et la principale erreur que j'ai donc vue, c'est beaucoup de décomptes. Vague 1, 2, 3, 4. Donc il nous reste une vague 5 à faire. Non. Non et non. Parce que la vague 1, elle se trouve là. Elle ne peut pas se trouver ailleurs. Parce que votre triangle, c'est la vague 2, c'est la vague qui a consolidé la vague 1 de façon très lente, et derrière, l'extraction haussière s'est faite au sein de la vague 3. Donc ici, vous étiez déjà en vague 3 et pas en vague 1. Okay. Triangle, ça ne peut être, c'est pas une structure de renversement. Donc ça veut dire que le renversement s'est produit avant. Donc votre vague 1, elle est là, et elle ne peut pas être autrement. La vague 5 baissière, elle s'est donc terminée là, et ici, on était déjà en train de repasser haussier, mais on l'a su qu'après. Voilà. Donc là, je pense qu'on est en train de faire exactement la même chose, c'est-à-dire que tout le monde pense qu'on fait un triangle pour mieux continuer à la hausse. Eh ben, malheureusement, c'est pas possible. Voilà, je vais vous expliquer d'autres choses. Pourquoi c'est pas possible qu'on ait fait une vague 3 ici? Parce que dans ce cas-là, si on est en train de faire une 4 en triangle, eh ben, ça enfreint une des règles d'Elliott qui n'est pas malléable, qui est que la vague 2 et la vague 4 ne peuvent pas avoir la même structure. Donc, comme on a eu une vague 2 en triangle, on ne peut pas avoir une vague 4 en triangle. Donc c'est pas possible ce décompte-là, où on aurait terminé la vague 3 ici, on serait en train de faire une 4 en triangle, parce que ça sous-entendrait que vague 2 et vague 4 ont la même structure. Donc je pense qu'on avait bien terminé notre vague 3 ici, de toute façon les indicateurs l'avaient bien retrouvé. Je pense qu'on a terminé une vague 5 là-haut, qui effectivement est assez agressive, mais dans le cas d'un décompte haussier, c'est déjà fini. Hein, voilà. Et je vous dis, malheureusement, le risque, c'est surtout que là, on ait fait A, B, C, et que ce soit terminé derrière. Quoi, hein. Donc, moi je vous dis, faites vraiment attention à ces marchés, ils ne me semblent pas vraiment haussiers. Donc voilà. Le risque, bien entendu, c'est donc ceci, que si on forme un triangle, on forme un triangle qui soit en train de retracer, c'est-à-dire qu'on soit d'ores et déjà en train de faire une vague 1 ici. Ok. Dans ce cas-là, on aurait vague 1, on sera en train de chercher une 2 avant de faire 3, 4, 5. Dans le sens de la tendance majeure, hein, d'accord. Donc évidemment, faites attention à ce qui se produit derrière. Donc dans ce cas-là, on serait dans un schéma A, B, C, D, E et compagnie, le grand classique, c'est-à-dire que la vague A, elle se trouverait ici, en deux vagues, 1, 1, 1, vague A, en deux vagues, 1, 1, 1, vague B. On serait en train dans ce cas-là de remonter, chercher une vague C, et il nous resterait D, E à faire avant de trouver un point 2.
D'accord? C'est-à-dire que dans ce cas-là, notre point 2 se ferait là. Et vous voyez qu'on peut donc passer encore un jour ou deux facile à rester bloqué sous les résistances. Évidemment, la sortie qui se fera derrière sera tout aussi violente qu'elle l'a été ici. Hein. Donc attendez-vous à retrouver une bougie assez brutale. Après un triangle, là, si on doit passer plus d'une semaine à consolider dans cette zone, si l'extraction derrière se fait à la baisse, ça va faire mal. Hein. Voilà. Et comme je vous dis, on ne s'arrêtera pas très vite. Hein. Enfin, on s'arrêtera pas immédiatement et on sera parti pour un mouvement bien bear. Hein. Avec très peu de retracement, donc très probablement une grande 3 à venir derrière. Petite 3, 4 et une 5 complètement verticale derrière qui pourrait venir chercher nos supports. Ok? Donc attendez-vous hein, vraiment à un truc derrière assez brutal. Moi je pense qu'on peut même finir la 3 ici, revenir faire la 4 là, faire notre 5 et on s'arrête. Vous voyez, hop, on fait vraiment un truc comme ça. Ici on passe vachement de temps, du coup une 3 très dynamique qui vient démonter le support, qui pète les 6 000 $ mais qui s'arrête juste en dessous à 5007. On revient tester les 6000, 7000 comme niveau résistant. Et derrière, on se fait une petite dernière verticale et ensuite c'est fini. C'est donc le schéma que je vous défends toujours sur le Bitcoin, pour ma part, celui-là. Vous voyez, pouf, on enfonce, on vient chercher la zone des 5007. Alors non, je vous avais suggéré un niveau ici. Ah oui, on va aller le retrouver celui-là. Allez, on va le retrouver parce qu'il est important. Donc on va aller refaire ça. C'était au sein de cette séance. Je me rappelle qu'on avait un tout petit support en plus intéressant. On va aller le chercher. Alors, hop. Fixed range. Voilà, ici. C'est ça qu'on va aller viser. Et là, bam. Donc 6120, voilà, 6125. Donc voilà, moi c'est ici, je pense qu'on va pouvoir commencer à trouver notre 3. Alors je vais noter tous ces différents supports parce que je ne sais évidemment pas lequel c'est. Mais attention à ne pas vous faire baiser si vous ne déclenchez pas un petit profil. S'il y a des signaux qui arrivent par là, il ne faut pas se planter. Il ne faudra pas oublier de les prendre. Donc dans la zone 6120, on va bien zoomer pour avoir le prix exact. Normalement, le prix exact, c'est 115. Voilà, donc je vais mettre mon alerte ici. Ok, donc on pourrait terminer notre 3 ici, venir faire une 4 qui revient tester le triangle. Et derrière, boum, on enfonce et on se fait à la fois celui-là et tout le petit monde, et on vient chercher le vrai gros support majeur de long terme sous les 5000 $. Et là par contre je pense qu'ici il faut vraiment commencer à se positionner. Après on n'achète pas le creux, encore une fois, là ce sera un couteau qui tombe, on ne cherche pas à attraper, ça peut très bien tomber jusqu'à 3007. Voilà. Donc je pense qu'ici il ne faut pas jouer les achats, sauf si vous le faites en intraday ultra agressif, mais vraiment avec aucun levier. Moi je pense que ça sert à rien, si vous voulez, en fait, de vous amuser à batailler pour avoir ce prix là. Si ce n'est pour la postérité derrière, de dire vous avez chopé le point bas, vous êtes trop fort. Moi je pense que c'est plus safe de se dire on est tranquille, on attend que la volate se réduise derrière, et c'est là où on achète buy and hold et on joue simplement le scénario d'achat de long terme. Voilà, hier, regardez donc la bougie à quoi elle ressemble en daily, hein, grosse mèche basse, gros rejet. Donc attention, je ne pense pas que ce soit haussier non plus, mais ça confirme bien la structure d'accumulation en triangle. Donc je pense que le timing n'est pas encore opportun pour passer agressif sur le Bitcoin. Alors par contre, ne vous amusez surtout plus à acheter et ne pensez pas que ce triangle puisse vous amener à des structures haussières, pour la simple et bonne raison de celle que je vous ai dit. Il y a déjà un triangle en vague 2. Si vous pensez qu'il reste une vague haussière, ça veut dire que ça c'est une vague 4, elle ne peut pas prendre la forme d'un triangle. Voilà, donc attention, je pense effectivement, structure d'accumulation avant retour de la tendance baissière, mais ça veut dire patience. Ça veut dire que là, si vous commencez à baisser les stops et ce genre de choses, encore une fois, une vague 2, ça peut prendre plusieurs formes. Ça ne va pas nécessairement prendre la forme d'un triangle. On peut très bien avoir cette autre structure-là. Je vous l'ai dit, si vous vous amusez en héliotisme à anticiper les structures consolidantes, vous allez vous retrouver dans la merde. Parce que ça peut très bien être 1, 2, 3, donc ABC, W, A, B, C, X, et on pourrait très bien faire A, B, C, Y. Il y a de la place pour venir faire un point Y au-dessus du point W, mais toujours en dessous du point 1. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait revenir tester cette zone résistante des 9641. Ça n'a aucune contre-indication en termes d'héliotisme. Donc, attention à ne pas vous dire, si on vient là, c'est forcément achat, 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 achat. Voilà. Moi, je pense que pour acheter, il faut vraiment arriver à déborder ça, et pas qu'un peu, quoi. Voilà. Moi, évidemment, au-dessus de ça, je déclencherai les stops. Mais là, je pense qu'il faut éloigner ces stops. On est dans une consolidation, et le signal qu'on a hier, pour moi, est clair. Il dit une seule chose, c'est pas prêt à baisser. Donc, on va consolider
plus longuement, et malheureusement plus les consolidations sont longues, plus elles sont difficiles à anticiper. Donc vraiment là, ne vous amusez pas à jouer les mouvements directionnels, les fortes convictions, les leviers. Je pense que là il faut être patient, attendre que la range se termine, laisser tous les nœuds trader à l'intérieur du range, et on attendra, je pense, la sortie. Si elle est vendeuse, bah, tant mieux. Moi, j'aurai des belles ventes en haut qui me permettront de jouer la breakout et de renforcer sur ce break. Là, clairement, je pense que mettre des positions en plus dans ce marché, ce serait commettre une erreur technique majeure. Donc, vraiment patience, pas de surexposition. Et écartement des stops de nouveau au-dessus. Donc, je pense qu'avoir des stops là, c'est trop dangereux. On peut très bien venir juste ici, là, péter un petit peu ce petit monde avant de chuter. Donc, patience. Et donc pas d'anticipation dans une structure consolidante en Elliott. On attend simplement que la conso soit terminée, que la structure soit claire, et quand on se rattaque les supports derrière, on commence à jouer les breakouts baissiers. Voilà pour la partie Bitcoin. Rapidos, je vais faire un tour sur les autres. Ethereum, même chose, hein, ça vous fait tout pour vous faire croire qu'on est toujours bien boule, qu'il y a un gros potentiel derrière. Encore une fois, si on se ramasse sous les résistances, ça fera mal. Derrière, vous connaissez la sanction, hein. On est sous des résistances sur toutes ces cryptos et on est toujours au sein des tendances baissières, hein. Je vais juste remettre encore en daily. Voilà, quand vous voyez un truc comme ça, c'est pas un mouvement de retournement, c'est typiquement un mouvement de conso technique qui revient tester des résistances. Tant qu'on les franchit pas, c'est bear, hein. Voilà. Maintenant, si on les franchit, ok. Mais encore une fois, je vous ai dit, moi je veux qu'on me montre que j'ai tort. Moi, tout ce que je vois, c'est regarder l'état du momentum, et on n'a pas franchi les résistances. Il va vraiment falloir une deuxième vague de hausse, et il faut qu'elle soit costaud pour y arriver. Donc vraiment prudence. Moi, sur ces cryptos, ça me parle pas vraiment comme étant quelque chose d'ultra boule. Ça me parle plus comme étant quelque chose de potentiellement bien bear, mais pour l'instant, je pense qu'il faut être un petit peu prudent. Voilà. Il me semble que la prudence est de rigueur et que la surexposition ici est le pire des choix à faire. Donc plutôt des ventes sous ces résistances tant qu'elles tiennent. Accepter de lâcher les stops si les résistances venaient à céder réellement. Avec des clôtures daily, j'entends bien. Et par contre, si ça reprend le chemin du sud, pour moi, il manque toujours une petite vague de baisse. Et dans ce cas-là, nous amener vers un timing, vous voyez, de vrais creux majeurs. C'est la même chose que ça, mais en plus lent. On rebaisse, boum, on accélère à la cassure du support, et puis d'un coup, il ne se passe plus rien. C'est vraiment ça, je pense qu'on devrait avoir. Une rebaisse assez lente, une accélération quand on se rapproche du support. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, tout le monde va vouloir FOMO, c'est-à-dire que les prix vont être soutenus. Vous voyez, ça baisse, mais doucement, parce qu'il y a toujours des gens qui soutiennent et qui pensent qu'effectivement, on va faire tac, tac, tac. Et c'est normal, il faut exécuter leur volume à l'achat. C'est leur stop qu'on va récupérer quand on pètera le support, si on pète le support. Donc voilà, je pense vraiment une vague assez lente à venir là. Il y a un truc comme ça qui grind, tout doucement. Voilà, moi je verrais bien un truc comme ça, hein. Ça grind doucement, puis dès qu'on commence à attaquer ce support, là évidemment les acheteurs comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va plus, ça lâche. Ok, donc ici on accélère, on break les supports, on trouve un support, je ne sais pas où, hein, sur l'Ethereum, je n'ai pas fait d'analyse graphique pour savoir quels sont les supports potentiels, et tout comme pour le Bitcoin, hein, voilà, le principe c'est qu'en gros on accélère, hop, on enfonce, derrière phase verticale, et puis on se termine, et on fait ça, et ensuite on remonte. D'accord ? Voilà un peu le schéma que moi j'anticipe pour ce truc-là. D'accord ? Donc dans toute cette phase-là, c'est ici qu'il faut faire buy and hold. Ce sera la même chose que ça, mais en plus long, pendant tout l'été. Donc vous voyez, ça nous donne un timing entre, théoriquement, là je pense, entre on va dire juin et août. Je pense que c'est là où se passera la phase d'accumulation sur les cryptos. Je vais vraiment, encore une dernière fois, vous donner des arguments froids et techniques. Trop d'alt. Pour moi, il y a encore trop d'alt, trop d'euphorie dans ce marché pour que ça survive. Il faut purger. Donc pour purger, je pense qu'il faut une nouvelle phase de panique à bord. Et après, tout ira bien. Mais il y a trop d'alt. Voilà, il faut que les altes dégagent. Et il faut qu'il en reste une dizaine derrière qui ait survécu, qui attire les capitaux derrière. Et comme je vous dis, une fois que le tri sera fait, on saura qui on peut acheter, qui on ne peut pas acheter. Encore une fois, il faut que l'eau se retire et on regarde qui nageait en maillot et qui nageait à poil. Et évidemment, on pourra mettre le pognon sur ceux qui ont nagé avec un maillot et qui auront donc survécu à la potentielle dernière phase de panique. Hop, désolé, petit coup de fil important. Allez, bref, parenthèse refermée. Donc voilà, pour les cryptos en général, hein, toujours donc pour moi le même schéma. Peut-être un petit peu tôt pour se repositionner tout de suite sur des achats. Ça manque un petit pump. Malheureusement, j'ai envie de le dire, c'est triste, mais c'est probablement à cause du Bitcoin en fait qu'on pourrait avoir un dernier pump.
puisque je pense que d'autres cryptos ont déjà atteint des stades de maturité assez intéressants, je vous le répète. Donc pour moi, Ripple, IOTA, tout ça, je commence à trouver une justification à les avoir déjà en portefeuille. Mais encore une fois, à cause du Bitcoin, ça risque de lâcher un peu plus encore en termes de valorisation. Maintenant, si celles-là ne vont pas faire un nouveau plus bas, je ne serai pas surpris. C'est-à-dire qu'on peut très bien, voilà, sur celle-là, vous prenez ça, vous le shiftez ici, et je ne serai pas vraiment surpris que ce soit ça qui se passe. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans ce cas-là, ici, on revient là, mais on ne parvienne pas à faire un nouveau plus bas. Pareil, qu'on se stabilise comme sur le Bitcoin, et derrière, on repart. Je ne serai pas vraiment surpris. Voilà. Donc, celle-là, en tout cas, moi, je ne me positionnerai pas spécialement vendeur sur la partie Ripple IOTA. Neo, je pense que ça ira faire un nouveau plus bas. Ça, je vois difficilement comment ça serait évitable. Il y a de la place et tout. Hein, donc, voilà, ce truc-là, je le vois bien aller un petit peu plus bas. Maintenant, encore une fois, modérément, et à ce stade-là, je ne vois pas de ouf. Voilà, ça, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est moche. Hein, quand vous avez un truc pareil, là, bim, double BR sur du surachat. Aïe, voilà. Bon, moi, un truc comme ça, c'est plutôt vlam. Voilà. Donc, à surveiller, hein, encore une fois. Mais là, si on se redirige vers les supports sur un truc pareil, c'est saignant. C'est bien, là, c'est bien, c'est du bear. Là, c'est pas simplement une petite poursuite d'un mouvement vendeur. Là, c'est normalement cassure du plus bas sur ce truc-là. Donc parmi les plus faibles, hein, pour moi toujours les mêmes, Ethereum, Bitcoin, Neo, ça reste les plus faibles. Ripple, IOTA, je ne serai pas vendeur de ces trucs-là, mais encore une fois, acheteur sécurisé. C'est-à-dire si vous avez acheté le point bas, je pense qu'il faut quand même prendre des profits pour se permettre, sans mettre de stop, voilà, mais sortir sa mise initiale pour que si jamais ça retombe, vous pouvez racheter tranquillou derrière. Voilà. Mais on est sur les phases d'accumulation de long terme, encore une fois. Arrêtez avec les to the moon, ça ne repartira pas immédiatement, c'est très faiblement probable même d'ailleurs, ça prendra du temps, donc il n'y a pas besoin de FOMO. Voilà, patience, il y aura de toute façon le temps de rentrer sur ces trucs-là, même si ça devait repartir plus vite que prévu. Allez, on vise les indices. Donc on va faire analyse conglomérat, donc S&P 500 gaz gold, et on va regarder le yen. Donc je vais rajouter le yen index. Donc JXY, parce qu'on va le regarder, celui-là, il m'intéresse. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, au banc de l'analyse, donc celui-là, je vais le marquer, mais je pense que je vais me le taper bientôt. Il commence à m'intéresser. Donc alors, dans le panier de ce qui m'intéresse, donc on va commencer par quoi ? On va commencer par le S&P 500. Voilà. Donc pourquoi je regarde le S&P 500 ? Pourquoi il m'intéresse ? Pour une raison très simple et assez évidente. Hop. Ça, on n'a pas besoin, je vais vous prouver ça. Pour une raison très simple, le S&P 500, tout comme le Bitcoin, je pense que malheureusement, il y a peut-être une structure à laquelle je pense que maintenant et qui est assez dangereuse. D'accord ? Je vais vous la décrire immédiatement. Donc cette structure, c'est en fait le triangle, mais le triangle dans une vague B. C'est-à-dire que malheureusement, tout le monde pense que triangle est du coup égal haussier. Le risque, malheureusement, c'est qu'au contraire, ce soit un triangle après une vague A, c'est-à-dire impulsion baissière, vague A, correction très complexe et très longue en vague B en triangle, et malheureusement, il reste une vague C à faire, boum, nouvelle impulsion baissière, et ici la consolidation se termine. Ok ? Donc ça voudrait dire A, B, C. Dans un triangle, quand la vague B est un triangle, dans une consolidation ABC, d'accord, donc ça on appelle un zigzag. Quand dans un zigzag, la vague B est faite sous forme de triangle, la vague C est généralement très impulsive. Donc attention encore une fois à ne pas vous faire prendre de cours sur les indices. Je pense qu'on peut sans trop de problèmes ici, vous voyez, avec une vague C qui viendrait se faire là, venir chercher, je pense, sans grande peine, cette zone de prix, c'est-à-dire la zone qu'on avait bien vue, donc un 100% d'extension de la vague A. Il faut déjà valider le point B pour ça. Et là, j'ai une zone technique très intéressante dont je vais vous parler aujourd'hui, que je vais mettre à profit si j'ai des signaux là-dessus. Mais par contre, voilà, après un triangle, la vague B peut généralement et assez facilement faire 127 de la vague A. Donc vous voyez que ça nous ramène quand même assez loin. Là. Ça fait 2245. Autant vous dire que là, ils ne vont pas être très contents. Mais vraiment... Je maintiens, si vous regardez ça sur le long terme, c'est que de chi, quoi. C'est vraiment que de chi. Ce sera brutal, tout le monde sera encore en train de dire c'est la fin du monde, tout va mal finir, enfin tout est terminé, voilà. Encore une fois, pragmatique, ça fait 20% de baisse par rapport au sommet. C'est que dalle. C'est même pas ce qu'on appelle un cracounet. Un début de crack, c'est 30%. Et quand on a perdu 30% sur les capis, c'est là où on commence à se dire, oula, est-ce qu'on va pas aller plus loin ?
là, on en aurait fini avec 20% de correction depuis le sommet. Et terminé. Voilà, le S&P 500 finit la correction et derrière, on peut reprendre un nouveau éventuel cycle haussier. Franchement, voilà, moi je trouve que ça a du sens. Et pire que ça a du sens, ça n'entrave en rien la tendance haussière si elle veut se maintenir derrière. Donc encore une fois, est-ce que ça paraît fou ou est-ce que c'est juste technique ? Moi, je plaide toujours pour l'aspect technique. Donc, je me dis, de toute façon, si ce truc-là doit chuter, je ne serai pas surpris. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas surpris. Et vous voyez qu'en fait, si on prend le point de départ du point bas de 2016, d'ailleurs, petite dédicace à mes amis permabères au passage, puisque tout le monde pense aujourd'hui que je suis un permabère parce que je vends. Moi, je vends avec des cycles. Ici, j'achetais quand évidemment tout le monde était ultra bear, ultra vendeur et tout ce que vous voulez. Et j'étais probablement un des seuls conos en France à dire qu'il fallait acheter des actions alors que tout le monde les voyait partir au trou. Donc encore une fois, permabère si vous voulez, mais je suis permabère depuis là, moi. C'est depuis là que je cherche à vendre des actions. Alors évidemment, je me suis un peu fait tirer vers le haut, mais c'est pas très grave. Voilà. Mais je parlais pas de vente à ces endroits-là, moi, pas du tout. Bref, parenthèse refermée, ça, on s'en fout un peu. Hop, donc, oui, j'ai mis mes retracements, mais je les vois pas. Alors, on va les remettre. Voilà. Si on considère ça comme un sommet de marché, ah oui, ok, d'accord, ils sont là en fait. Hop. Donc, on serait typique là plutôt sur de la vague 2. Voilà. Imaginez-vous que ça fait retracer 61% du dernier mouvement haussier. Ça reste haussier. Par définition, si on retrace que 61% d'un mouvement, la tendance en cours dans ce mouvement peut se poursuivre. C'est au-delà de 61% qu'on a généralement annihilé la tendance, en tout cas qu'on l'a très fortement neutralisée. Donc vous voyez, on peut très bien retomber là, se dire allez boum, on achète. Imaginez-vous bien le truc. Si on vient là, ça se fera plus lentement. C'est-à-dire que la première phase sera un peu baissière, puis ça ralentira. Ici, on vient, on stabilise un peu et on repart. Ou on repart carrément en V-bottom. Et dites-vous que si ici, on vient juste chercher de cette zone de prix, que très très rapidement, derrière, ça rachète, ce qui, franchement, pour ma part, a énormément de chances de se produire, j'aime autant vous dire que moi, je serai le premier à acheter vers cette zone de prix. Si, encore une fois, la récession n'est pas encore en train de se mettre en place, si ici tout va toujours bien dans le meilleur des mondes, on peut très bien avoir un gros V-bottom brutal, on revient chercher la zone de prix ici médiane, et tout va bien, et derrière, sans problème, le S&P 500, il vous fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire que derrière il vous enquille. Derrière, il vous enquille jour après jour et il vous laisse aucune chance. Voilà, un peu un truc comme ça là. Boum, on vous remet du V-bottom. Voyez, un truc comme ça. Voilà, typique, ça chute fort et tout le monde panique. Et puis derrière, boum, 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 et on se remet dans le sens haussier. C'est tout à fait possible. Voilà. C'est un scénario qui, moi, pour ma part, me choque absolument pas. Et même, je serais prêt, je vous l'ai dit, moi, les actions, je ne suis pas ultra bear. Mais là, à court terme, à moyen terme, je suis bear. Je ne pense pas que ces niveaux de valorisation, on puisse les tenir longtemps. Et si on va plus haut, là, on va vraiment vers des choses très, très, très dangereuses. Je vous dis, des risques de gros cracks derrière, c'est-à-dire de perdre 60% des valos. Si on devait vraiment continuer dans la crétinerie haussière, il n'y a qu'une bulle spéculative qui peut faire ça. Et le problème de la bulle spéculative, c'est quand vous faites une bulle spéculative, derrière, ça se paye par un gros crack bien violent, comme vous l'avez connu sur le Bitcoin. C'est-à-dire que derrière, on ne retrace pas des 20-30%. Derrière, on se fait du moins 60% et on n'en parle plus. Parenthèse refermée. Donc sur les indices, donc le VIX, évidemment, le même scénario, mais en opposé. C'est-à-dire que le VIX, il n'y a pas 50 options. Soit on arrive à basculer durablement sous ce support, on vient chercher la zone des 13, 11, et dans ce cas-là, tout va bien dans le côté indiciel. Problème, ici, si le TP commence à être déclenché, c'est-à-dire qu'on commence à se rediriger vers les résistances et qu'on les franchit, c'est mort. Ça veut dire que les vendeurs ici, ceux qui ont tenté de vendre la vol, ils sont en train de se racheter en panique parce qu'ils voient que le marché va chuter et qu'ils ne vont pas pouvoir payer les puts. Parce que, voilà, comment on manipule le marché du VIX? C'est pas compliqué. Il faut vendre des puts à bas prix. Très bas prix. Mais pour ça, c'est une assurance. Donc c'est toujours pareil. L'assureur, s'il vous vend l'assurance pas cher, il ne faut pas que vous vous pétiez la jambe. Parce que sinon, vous lui coûtez cher alors que lui vous a facturé le produit peu cher. Donc il l'a dans le cul. Il est obligé de payer l'assurance et il a pris une prime très faible. Donc voilà. Le problème, c'est ça.
c'est que si le VIX repart à la hausse, les mecs vont devoir se racheter très très rapidement, les prix des puts vont exploser, donc le ratio put-call va complètement exploser, donc le VIX explosera également. Je pense sans problème qu'on peut très rapidement dérailler de nouveau dans la zone des 30-35 sur le VIX sans aucun problème. Hein. Donc acheter à 15-35, ça fait x3. Hein. Voilà. Non, pardon, ça fait x2 et un petit plus. Voilà. Donc le VIX, pour moi, je reste à l'achat pour l'instant, tant que mon stop n'est pas déclenché. Maintenant, je vous dis, je garde du levier disponible pour un achat ici, si on essaie de nous la mettre encore un petit peu plus loin. Mais là, on est bien sorti du canal baissier. Donc je pense qu'au mieux, on grind doucement et on essaie de remonter. Mais derrière, boum, le risque va très probablement se rematérialiser. En tout cas, voilà, pour ma part, je reste acheteur de VIX. Pour l'instant, soft. Et si on franchit des résistances, j'y vais hard. Si on vient chercher mon deuxième support, je renforce. Pour la partie gaz, il y a des choses intéressantes qui commencent à se mettre en place. On va en parler. Donc je pense qu'on a constitution d'un nouveau petit support ici. Hein. On a bien eu le signal bullish, la confirmation par l'oscillateur très légère, mais ici. Je pense qu'il y a constitution d'un support sur cette structure en Morning Star, pardon. Donc pour moi, je pense que là, je peux remonter mon stop. Donc je commence à renforcer légèrement le gaz. J'y vais pas encore comme un dingo, mais vous voyez qu'on revient tester les résistances. On a bien une résistance là, hein, tentative de break, échec. Donc je prends toutes les bougies qui ont fait le renversement. Ici, il y a des vendeurs qui tiennent ce marché. Vous voyez qu'on est venu les tester. Pour le moment, ils rebaissent. Tant qu'on reste au-dessus du support, sous la résistance, plutôt neutralité. Donc je dirais ici probablement la formation d'un triangle. Hein, encore un beau triangle. Et derrière, probablement une extraction haussière assez violente à venir. Là, vous voyez la durée des accumulations, mais c'est des accumulations qui restent haussières. Le jour où ça relise, un truc comme ça fait mal. Hein. Voilà. Donc, je dirais patience pour l'instant. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on retourne chercher donc le haut de ce canal, puis qu'on en sorte par le haut, enfin. Et là, on aura, je pense, une énorme exponentialisation du gaz. Mais maintenant, pour l'instant, patience. Encore une fois, si ça doit déclencher les stops, il ne faudra pas hésiter à le faire. Pour l'instant, je pense que ça reste bien orienté à la hausse. On essaie de constituer des supports toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. On tente les breaks, à chaque fois ça passe pas. Vous voyez, c'est-à-dire tentative de break, ça marche pas, ça marche pas. Les bears font tout pour tenir le marché. Quand ils vont lâcher prise, ça va partir en ligne droite. Donc voilà, évidemment, il faudra accepter aussi nous aussi de lâcher les stops en tant qu'acheteur en cas de problème, parce que là, évidemment, si c'est nous qui perdons la bataille, les bears derrière vont enfoncer comme des salauds. Hein. Voilà. Après une durée de consolidation comme ça, si ça doit vraiment repartir au sud, je pense qu'il faudra faire très attention à ce qui pourrait en découler. Voilà. Moi, pour l'instant, je reste acheteur de gaz. Ce n'est pas parce qu'on est dans des structures de range et d'accumulation. Je pense qu'on doit quand même se diriger à terme vers quelque chose d'haussier. Mais tant que les supports tiennent, je reste haussier. Si les supports commencent à lâcher, hop, pardon. Je ne sais plus exactement où on s'est arrêté. C'est encore un problème d'enregistrement. Donc voilà. Bon, là, en tout cas, maintenant, moi, je suis passé sur le gold. J'espère que c'est là où vous en étiez. Donc voilà. Le gold, arrêt net et précis sur la zone support, tentative de cassure et de sortie baissière du canal qui est pour l'instant en échec, puisqu'on réintègre ce canal et les clôtures se maintiennent au-dessus. Deux options. Ceci est une résistance, ressortie baissière et invalidation pour ma part sur le gold. Ceci est un piège baissier à la con. On réintègre le canal. Ceci redevient une zone support et on se redirige vers les résistances. Derrière, je vois sans problème 1450 $ l'once à chercher. Ça fait 10% de hausse. Vous savez donc qu'est-ce qui sera utilisé comme couverture si les marchés actions devaient baisser de 10 à 15%. Ce sera très probablement VIX et gold qui seront très rapidement recherchés. En gros, allègement des positions sur les actions, ça donne du cash. Hein. Quand vous vendez des actions, vous récupérez des dollars. Qu'est-ce que vous allez faire de ces dollars? Probablement acheter du gold. Voilà. Donc le scénario qui pourrait être mis en place par les gérants, si on commence à ressentir le risque et que les prix des actions se redirigent vers les supports, je vois difficilement comment ils les tiendront, ce qui veut dire très probablement beaucoup d'argent qui va arriver sur le marché du gold, qui pourrait s'apprécier assez rapidement. Et donc procurer enfin les gains que j'attends. Hein. Moi, le gold, je commence à acheter déjà depuis ces zones-là. Maintenant, je reste encore spéculatif. Dès qu'on revient chercher ces zones-là, je pense que cette fois c'est pour de bon. Les prochaines résistances seront à payer pour des renforts en cassure. Donc pour l'instant, moi, gold, ça reste soft. Je préfère rester sur du spéculatif parce qu'il y a toujours possibilité d'une invalidation franche. Et dans ce cas-là, je ne veux pas que ça me coûte trop cher. Donc prudence. L'eurodoll, les TP ont été déclenchés hier. Donc voilà, atteinte de l'objectif 161% de la vague 1, c'est propre, net et sans bavure.
C'est bien dans le cadre du scénario. Je pense qu'on s'arrête là pour un petit moment. On peut aller pousser éventuellement chercher le 127 pour faire plaisir parce qu'il y a un Fibo. Mais je pense que là, on s'arrête. On est bien dans le cycle TP. On attend les confirmations du momentum. C'est-à-dire que ça peut encore aller, hop, vous voyez, pouf, juste légèrement plus bas pour faire une petite div de momentum. Et derrière, on devrait trouver le scénario acheteur. Il va de soi, évidemment. Enfin, acheteur, pas acheteur. Mais en tout cas, moi, je reste vendeur. Hein. J'ai pris que 50% de profit. On soit bien d'accord là-dessus. Mais je pense que ça peut aller encore un peu plus bas. Mais je pense que là, être exposé fortement maintenant, qu'on a déjà bien tiré au niveau de la tendance, me semble être une hérésie, enfin en tout cas dangereux en termes de positionnement vendeur. Donc voilà, réduire la voilure me semble être le choix le plus stratégique à faire ici. On peut maintenant, comme je vous dis, venir chercher ce petit support-là un petit peu plus bas, juste pour déclencher une divergence et aller chercher un petit peu plus d'achat. D'accord, de rachat. Je parle pas d'un marché acheteur, je parle d'un marché qui se rachète après toutes les ventes qui se sont mises en place. L'euro-yen, mon autre cheval de bataille. Donc celui-là, j'ai besoin que le risque se rematérialise. On a bien eu impression du exit non confirmé par le momentum. Je veux voir les prix casser ce exit. Sinon on se dirige vers des choses un peu plus gênantes pour l'euro-yen. La même chose, deux scénarios, tout est lié à l'indiciel. Soit on est dans une vague 1, 2, grande 3. Et dans ce cas-là, on fait 4, 5. Et donc on viendra chercher les 134 sur l'euro-yen. Donc dans ce cas-là, je préfère sortir mes ventes et revendre à bon compte ici. Option numéro 2, ici on a bien trouvé notre vague 5, en échec sous les 161, échec sous les résistances, et dans ce cas là ici on est déjà en train de faire une vague 1, on travaille une vague 2 dynamique, ça ferait vague 1, A, B, C, vague 2, on va regarder si on est bien allé chercher les niveaux d'une vague 2 dynamique ou pas. Ah bah oui, je les avais déjà mis. Donc voilà, on est venu pile poil le chercher, 127, 138. Là on remonte, donc c'est typique A, B, C, et derrière on part sur une vague 3. Donc attention à ce exit. S'il est validé par le momentum, danger. Tant qu'il n'est pas validé par le momentum, je pense qu'on risque effectivement de partir sur des mouvements beaucoup plus bers, beaucoup plus bers, en tout cas se diriger vers les supports inférieurs. La UDNZD, on est toujours en conso. Je regarde le Yen Index, puisque c'est lui qui m'intéresse. Voilà. Vous voyez ça, hein? Donc le Yen Index sur un gros support. Et je pense que c'est la stratégie de la semaine. Voilà. Tentative de break. On arrive sur le support. Le momentum est bullish et divergent. Vous voyez bien la divergence. Là, elle est vraiment très très nette, très claire. Et on teste bien deux niveaux différents. Je vous rappelle, une divergence, ça ne marche que si on teste deux niveaux, hein. C'est une divergence entre deux niveaux de support ou deux niveaux de résistance. Là, vous avez bien un premier niveau de support. Boum, testé, premier niveau de prix. Là, on a bien un deuxième support sur lequel on est en train d'arriver et sur lequel on arrive avec un momentum très nettement divergent et bullish. Donc, je pense que ce support sur le yen est achetable. C'est pour ça que je reste vendeur d'USD yen, d'euro yen, pardon. Et je pense que c'est là que ça se passe. Parce que acheter de l'USD yen, vendre de l'USD yen ne me semble pas être le bon choix stratégique parce qu'on a un dollar qui reste haussier et on va avoir un yen haussier. Donc l'un dans l'autre, c'est pas le choix le plus intéressant. Alors que là, on a un euro baissier et un yen qui pourrait redevenir haussier. Et là, c'est carton plein. De toute façon, cette tendance sur l'euro yen, on l'a déjà anticipé, on est bien d'accord. On sait qu'on sera dans une vague 3, donc que tout le monde va suivre cette tendance. Vous avez bien compris que si le yen vient à être recherché sur ce support, comme on sait que l'euro est baissier, tout le monde ira se positionner vendeur de la paire euro-yen. Évidemment, moi j'aurais fait partie de ceux qui l'auront vu avant et qui seront confortablement installés quand tout le monde sera en train de courir après les cassures de support. Voilà. Les actions, on n'en parle pas parce que je veux donc avoir le pricing cet après-midi à Wall Street. C'est aujourd'hui que se déroule la grosse séance. Ce soir, on a donc Tesla qui publie et Apple, on va voir comment le marché digère tout ça. C'est donc aujourd'hui que tout se joue sur le S&P 500 et donc je termine là-dessus avec le niveau technique dont je dois vous parler aujourd'hui. J'ai encaissé mon achat, hein, d'accord. Donc moi j'avais acheté par là, je l'ai encaissé ce matin. J'ai pris mon gain. Je rachète si on franchit cette résistance. Si on la franchit pas, voilà, donc là en fait moi j'attends, si cet après-midi Wall Street ça se redirige vers la résistance, je rachète, je sécurise là et je vois si on arrive à remonter jusqu'aux résistances. Si c'est le cas, dans ce cas-là je pense qu'on vise cette structure là, d'accord. On va venir en 2 heures, on la voit bien, ouais. D'accord, là on a bien A, B, C, ici A, B, C, et la question c'est donc de savoir, hop, pardon, moi je me demande si on a déjà terminé le point E ici. Okay, c'est toute la question. Là, ce n'est pas encore net comme structure ABC, ça peut être qu'une A,
B. Et dans ce cas-là, il nous resterait la vague C à faire et le point E se trouverait dans ce cas-là ici, sur la résistance supérieure, là. Ok? Moi, c'est le risque. Je ne sais pas si on a déjà fini. Donc, c'est pour ça que je sors mon achat et je ne veux pas chercher à comprendre. Parce que si Wall Street, ça va aujourd'hui, on retombe ici, je mets du levier vendeur. Hein, voilà. Wall Street, j'ai dit, j'y vais pas par quatre chemins. Il n'y a pas de support formé ici. On est toujours dans le exit. Si on se redirige vers le support, c'est breakout baissier, sortie du triangle. Et je vous dis, derrière, ça déclenchera probablement le mouvement d'une dizaine de pourcents à la baisse. Donc Wall Street, je préfère même pas garder un achat, je préfère le sortir. Et si ça pousse, je pense qu'on peut tirer légèrement plus haut, mais 2691, en cas de signal vendeur ici, il y a un gros short à prendre. Voilà. Avec encore une fois un bon risque ratio rendement, parce que si on pète le point C, c'est invalidation pure et simple. Ça veut dire rentrer là avec un stop là. C'est une position purement spéculative, encore une fois. Mais si on vient chasser le point C, on sort et je prends le train acheteur. C'est-à-dire que là, je fais du stop and reverse. C'est-à-dire que si on vient chercher le point C, je prends mon stop et je passe acheteur. Mais là, je pense que sur cette zone-là, si les vendeurs tiennent la main et que ça rechute, ça fait mal. Et dans ce cas-là, on aura notre point E ici. Mais je vous dis attention à ce qu'il ne soit pas déjà là. C'est pour ça que je préfère d'ores et déjà encaisser, au cas où Wall Street se passe vendeur directement aujourd'hui. Apple, c'est plutôt stable sur ce qui s'est passé hier. Il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses. Et on sait que l'action est faible et qu'elle a une perspective négative à moyen terme. Donc, pour moi, je ne vois pas de raison d'acheter ce truc-là. Si Apple est vendu aujourd'hui à nouveau, vous savez ce qui se passera. Ça veut dire Boeing, ça donne des signaux très faibles hier. Donc ça veut dire Boeing, grosse capi vendue, Apple, grosse capi vendue, Tesla, franchement, je ne vois pas comment on va acheter ça avant la release. Donc à voir, à moins qu'il y ait un gros coup de poker chez Tesla, mais à part maquiller les comptes, je ne vois pas trop comment ils vont pouvoir faire. Donc voilà, pour moi ça semble vraiment faible. Je vais me repositionner un petit peu en petit renfort sur General Electric, du coup, qui est un actif refuge. Enfin, qu'un actif refuge. C'est un secteur assez refuge dans les actions US, donc je pense que notre General Electric peut du coup s'apprécier et jouer sa carte dans le jeu. On a bien consolidé en deux vagues, donc je pense que General Electric, ici, ça redevient intéressant pour jouer un achat, donc avec un stop ici, comme on l'avait donné précédemment. Donc voilà, je pense qu'il y a un timing aujourd'hui acheteur sur General Electric en renfort sur la position, puisque moi j'avais encaissé tout ici, où il m'en reste peut-être un petit peu, mais très marginal. Je vais donc me repositionner ici pour viser les autres targets. Donc ici, avec un TP1 à jouer. Bon, je n'arriverai pas à l'attraper. Donc un TP1 ici sur les 16 et un TP2 éventuel à jouer ici en comblement des deux gaps à 18. Mais ce sera vraiment le grand max que je pense tirer. Moi, je m'arrêterai probablement vers là, vers les 17,50 qui me semble être un trade très intéressant. Voilà, donc aujourd'hui, pour moi, probablement, en cas de... Je pense que dans tous les cas, je vais reprendre du General Electric. Que ça monte ou que ça baisse à Wall Street, ça me semble être la stratégie du jour. Donc achat de General Electric, surveiller Apple et renforcer Apple à la vente si ça devait chuter aujourd'hui. Je surveille le gold pour éventuellement passer sur des renforts en cassure de résistance. Je reste acheteur de gaz. Je surveille le Bitcoin qui aura probablement donc besoin d'une consolidation plus profonde. Donc patience et pas de surexposition et réécartement des stops sur le Bitcoin. Je reste à l'achat du VIX, mais toujours spéculatif tant qu'on ne franchit pas de résistance parce qu'on peut aller chercher éventuellement le support en dessous. Le Hang Seng, je reste vendeur, je suis toujours pas stoppé et jusqu'à preuve du contraire, tant que je ne suis pas stoppé, je garde là aussi un scénario vendeur. Si Wall Street part pour 10%, on fera moins 20 à Hong Kong. Et donc Wall Street, j'encaisse le gain à l'achat hier, à l'achat que j'avais pris donc avant-hier, et je reste neutre pour l'instant en attente, soit de direction vers les supports pour repasser vendeur, soit vers les résistances pour me positionner vendeur à meilleur prix. Mais je ne reste plus acheteur de ce marché, ça me semble beaucoup trop fébrile, et la séance aujourd'hui va être intéressante. Bye bye et bon trade.